Conceptrice, concepteur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à de la plomberie, ou en tout cas à un domaine particulier de la CAO 3D qui consiste à modéliser des tubes cintrés. Et je prends pour exemple cette vidéo Katia, et on va s'apercevoir que la personne qui nous fait ce tuto n'a jamais mis les pieds dans un atelier de cintrage de tubes. Alors, je vous ai trouvé une vidéo, je vous mettrai bien sûr les sources dans la description. Une société qui s'appelle Didlon, c'était française, et donc qui fabrique des machines spéciales pour former et cintrer des tubes cylindriques comme c'est le cas ici, des tubes carrés, enfin un peu toute cette forme. Et ce que je vous propose de regarder et de bien noter, c'est que le procédé de fabrication de ces pièces se fait d'une manière finalement relativement simple. Vous avez un tube qui est poussé par la machine entre des mâchoires, et ces mâchoires vont tourner autour d'un axe, sachant que lorsqu'elles tournent autour de cet axe, elles tournent forcément dans un plan. Et ça, c'est important. Il faut en tenir compte lorsqu'on va chercher à modéliser en 3D des pièces de ce type, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Les arcs de cercle qui sont définis par ces différentes machines le sont forcément dans un plan. C'est le procédé de fabrication qui veut ça. Vous ne pouvez pas avoir une combinaison de deux arcs dans la même partie du tube cintré. Vous avez ici, là, sur le tube carré, la machine qui l'avance un petit peu. Ensuite, voilà, les mâchoires qui tournent autour de leur axe, hein. Suivant le diamètre de pli, on va s'appuyer sur un doigt de cintrage légèrement différent. Le tube tourne toujours autour de son axe principal avant d'être cintré. Voilà, c'est comme ça que c'est fabriqué. Or, si vous ne tenez pas compte de cela, eh bien, vous allez réaliser des pièces en 3D, quel que soit le logiciel de CAO que vous utilisez, bah, ces pièces ne seront pas fabricables. Ou en tout cas, pas avec des méthodes de fabrication comme celle-ci, qui sont finalement relativement peu onéreuses. Ce sont des machines qui coûtent cher, mais si vous voulez faire des formes encore plus compliquées, comme par exemple des cintres en portion d'hélice, là, c'est plus du tout les mêmes procédés. Ce sont des procédés qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, et donc ce sont des, des pièces que l'on va éviter de produire si on peut utiliser des moyens classiques. Là, vous avez le cintrage d'un tube de forme un peu particulière, mais le principe reste le même. Quand on fait des longs rayons, des grands rayons, c'est ce qui est en train de se passer ici, on a juste le doigt qui vient pousser sur le tube pendant qu'il avance. Ça donne un grand rayon de cintrage. Et lorsqu'on veut faire des rayons de cintrage plus courts, eh bien, là, on s'embête moins, on prend la mâchoire, serre le tube, et hop, elle tourne dans son plan pour former la pièce. Voilà, vous avez une vision un petit peu plus précise de la manière dont on fabrique ces produits. C'est toujours très important d'avoir ça en tête, de savoir comment on fabrique des pièces que l'on dessine, parce que ça sert à rien de faire des jolis trucs sur de la CAO 3D si c'est pour s'entendre dire que la pièce est trop chère, on la fabriquera pas et il faut faire autrement. Allez, je vous laisse encore regarder la fin des extraits que je vous ai sélectionnés avant de passer à la vidéo par elle-même. Et puis, on attaque ensuite la vidéo de notre ami sur Katia. Allez, encore un petit exemple. Là, vous voyez vraiment, c'est le doigt de cintrage et la mâchoire sont sur la même pièce, sur le même mandrin. Et il vous fabrique une pièce que l'on va trouver dans tous les supermarchés, notamment de bricolage, pour maintenir les articles dans les rayons. Ça sert à ça, ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, toujours sympathique à voir fonctionner ces trucs-là. Rigolo. Voilà, un petit crochet. Hop, il va être coupé, évacué. Alors, maintenant sur Katia. Euh, alors, on va essayer d'aller assez vite. Donc là, j'ai accéléré sa vidéo parce que sinon on y passerait trop de temps. Vous allez voir que donc il part sur deux esquisses. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée de partir sur une esquisse dans deux plans.
pour dessiner le parcours de notre tuyau. Mais vous allez voir alors que là aussi c'est lent ce qu'il fait. Ça lui prend beaucoup de temps pour dessiner deux pauvres bouts de segments. Je trouve ça un petit peu dommage toujours ces personnes qui veulent faire des tutoriaux ou des tutoriels, appelez ça comme vous voulez, mais qui ne prennent pas le temps de réviser un petit peu leur scénario avant de se lancer dans la manipulation. Voilà, donc toujours est-il que ça y est, il a terminé son premier profil et il va faire une première erreur, c'est que dans le profil, la première esquisse, il va venir ajouter un rayon. Or, ce rayon, vous allez le voir plus tard, c'est un rayon de 50, eh bien, ne va pas rester dans un plan. Il va se combiner avec un autre rayon de projection. Alors, ce qu'il est en train de faire ici, c'est une surface extrudée sur une certaine longueur. Je ne comprends pas pourquoi il utilise cette méthode-là. Je ne peux pas imaginer que dans Katia, on n'ait pas des fonctions comme dans Créo paramétrique où vous pouvez faire une intersection de deux courbes dans l'espace. Euh, peut-être ne la connaît-il pas. Maintenant, il fait sa deuxième esquisse en y intégrant directement là aussi le rayon de pli. C'est une méconnaissance des moyens de fabrication utilisés pour réaliser ces pièces cintrées. Et voilà, dernier rayon de pli. Maintenant, il va mettre en place son schéma de cotation. Alors déjà, le simple fait d'intégrer des rayons dans son esquisse, ça va lui compliquer la vie. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment pour ça qu'il faut éviter de le faire. Et puis, on va le laisser terminer son schéma de cotation. Donc là aussi, il tente des choses, il tente des essais. En fait, il voulait, je pense, mettre les deux points sur la même verticale. Voilà, donc du coup, il a mis une cote à zéro. La cote de distance. Et, ok, la cote. Alors, ici, on a une cote de 100 mm qui débute sur le rayon de pli. Pas forcément une bonne idée parce que généralement les cintreuses ne vont pas travailler sur ces cotes-là, elles vont travailler sur les points d'intersection virtuelle du pli. Voilà, il a fait ces deux surfaces et à partir de ce moment-là, il va réaliser l'intersection de ces deux surfaces pour obtenir une courbe et on va analyser un petit peu cette situation. Alors, ce que vous voyez juste au-dessus des trois plans de base de la pièce, hein, eh bien, c'est la déformation du rayon de 50 qu'il avait, qu'il a créé sur sa deuxième esquisse et qui s'est vu projeté sur le segment incliné de la première esquisse. Ce qui fait qu'on a perdu le fait d'avoir un rayon de 50 dans un plan. On a une projection d'un cylindre. Enfin, c'est comme si vous coupiez un cylindre par un plan incliné. À cet endroit-là, vous avez une portion d'ellipse euh, ce n'est pas quelque chose de réalisable avec les cintreuses dont je vous ai présenté quelques exemples en début de vidéo. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut réaliser ce genre de pièce parce que je vous le disais déjà, on ne pourra pas la réaliser. Je vais vous montrer maintenant comment je m'y prends avec Créo pour réaliser cette pièce. Voilà, j'ai donc démarré une pièce avec ces trois plans de référence. Ce que l'on va commencer par faire, on va faire comme lui. On va, sur ce premier plan de référence, on va faire une première esquisse de ces deux segments tels qu'il avait commencé à les créer lui-même. On met tout de suite le schéma de cotation qui va bien, c'est-à-dire on a une cote de 525 à cet endroit-là. Ensuite, on est toujours sur la fonction de cotation, donc on va venir rajouter sa cote d'angle qui fait 120 degrés et on a une cote de distance entre ce segment et ce plan et cette cote fait 140 mm. J'ai terminé ma première esquisse, je la valide. Vous voyez que ça va très très vite dans Créo. Je me positionne et surtout je n'ai pas placé le rayon directement dans l'esquisse. Je me positionne sur ce plan. Je viens réaliser ma deuxième esquisse avec là aussi, quelque chose de très simple. On ne fait pas apparaître de rayons dans ces esquisses. On vient positionner une contrainte de verticalité entre le sommet de la première esquisse et
celui-là, voilà, comme ça on a nos deux extrémités euh, sur la même verticale. Éventuellement, on peut commencer à modifier les valeurs de cote. Ici, on va mettre 100 mm. Ici, on va mettre une cote de 50 mm. Je crois qu'il avait ça. Et puis, sur cette cote-là, donc comme je vous le disais, moi, je ne fais pas apparaître les rayons dans l'esquisse. Alors, soit vous me permettez de mettre moi aussi une cote de 100 mm, sachant que dans son exemple, alors si on voulait récupérer la vraie cote, on pourrait venir rajouter un rayon, un faux rayon à cet endroit-là, avec pour pouvoir positionner sa cote. Mais bon, on va passer outre, éventuellement, comme c'est un rayon de 100 mm, on va mettre une cote un petit peu plus petite. Ici, on va mettre 75 mm, voilà, pourquoi pas. Mais ça n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte, c'est le principe de réalisation de ce genre de pièces. J'ai mes deux esquisses qui sont chacune dans un plan perpendiculaire et je les sélectionne, voilà, pour réaliser une intersection. Et vous voyez que là, dans Créo, je ne vais pas utiliser de surface prolongée et extrudée pour réaliser l'intersection de mes deux esquisses. Et ça, c'est un grand principe aussi, hein, pour faire tous les tubes cintrés. Ça marche. Normalement, vous devez pouvoir récupérer les positions des plis en faisant deux projections dans deux plans perpendiculaires. Alors, normalement, dans la vidéo Katia, à partir de ce moment-là, il commence tout de suite à faire le tube. Moi, je vais faire autrement. Je vais d'abord faire les brides aux extrémités du tube et je m'occuperai du tube vraiment tout à la fin. Alors, pour réaliser mes brides, je vais commencer par celle-ci. On va faire une extrusion. Cette extrusion se place sur un plan qui n'existe pas encore. Une grande force de créoparamétrique, c'est bien évidemment la possibilité de créer des plans à la volée. Je sélectionne l'extrémité de mon segment, je sélectionne le segment lui-même et automatiquement, il vient me créer un plan qui va me servir de plan d'esquisse qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au segment lui-même. Donc ça, c'est parfait. Et le plan d'orientation pour mon esquisse, je vais enlever le plan qu'il m'avait proposé par défaut et de la même manière, je vais en créer un qui passe par ce segment et qui passe par celui-ci. Ça me fait un plan perpendiculaire. Moi, ça me va bien. Il est perpendiculaire à mon plan d'esquisse, c'est parfait. Et celui-ci, je vais l'orienter vers la gauche. Ça n'a pas beaucoup d'importance et je peux commencer à travailler. En ce qui concerne mes références d'esquisse, j'ai mon plan de référence qui est sélectionné comme référence d'esquisse. Le repère par défaut, celui-là, je n'en ai pas besoin. Moi, ce qui va surtout m'aider, c'est l'extrémité ici de mon segment. Voilà. Donc, on va pouvoir travailler. On va se faire euh, un cercle. Je vais réaliser une ligne centre. Ensuite, de nouveaux cercles. Un de ce côté-là, un autre de ce côté-là, de diamètre identique. On va tracer des lignes tangentes en faisant le tour de nos cercles. Hop. Notre point, c'est que je relâche ma fonction, les lignes sont sélectionnées, petit coup de bouton droite, je les rends égales à les quatre ensemble. Il y a trop de contraintes, je détruis les contraintes surabondantes pour finalement obtenir le résultat souhaité. On a les segments de longueurs égales et donc une figure qui est symétrique. Tout va bien. On va faire un petit peu de mise au net. Voilà, on peut déjà d'ores et déjà modifier certaines valeurs de cote pour les rendre compatibles avec le schéma que l'on envisage de mettre en place. Ici, c'est plutôt un diamètre que je vais coter. Hop, en y mettant. Bon, il ne veut pas tout de suite le faire. On s'en occupera juste un petit peu après. On va rajouter une cote d'anthrax. 100 mm. Je vais me permettre une petite facilité que je déconseille en général, c'est-à-dire que je vais directement dans cette esquisse placer deux cercles qui vont servir à faire les perçages de fixation. Je modifie leur valeur de cote. Voilà, c'est fait. Et puis celui-ci, je veux, voilà, avoir sa cote de diamètre. Ma bride est terminée. Je ne
fais pas figurer le passage dans cette bride, je lui donne son épaisseur, 15 mm, et c'est fait. Je me suis arrangé pour que la bride soit donc perpendiculaire à la direction de ce tube à cet endroit-là. C'est pour me faciliter la vie pour la fixation de la bride par la suite. Maintenant que cette bride est créée, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est ça qui est un point intéressant, je vais cacher les plans de référence, je vais prendre cette fonction, je vais la copier et je vais en faire une copier-coller avec un collage spécial en allant chercher les références avancées. Ici, il va simplement me suffire de répéter les différentes références qui avaient été sélectionnées pour mettre en place la première esquisse. Donc, je vais aller sélectionner voilà, l'extrémité à cet endroit-là. Ensuite, un bout de segment, c'est le segment qui me sert de... OK, on va prendre donc ce segment-là et le deuxième segment pour le plan perpendiculaire. Voilà, c'est fait. Et lui, automatiquement, il me propose de positionner l'esquisse, enfin la bride à l'autre extrémité. Je change simplement cette direction de création. Voilà. Et j'ai maintenant mes deux brides. Et vous voyez que là aussi, elle respecte la perpendicularité par rapport au pli suivant. Ce sont deux fonctions avec des cotes pilotées identiques, c'est-à-dire que si je modifie l'épaisseur de cette bride-là, hop, lui automatiquement, il vient modifier l'épaisseur de celle-ci. Ça c'est pratique aussi, ça permet de gagner un temps fou. Je le remets à sa valeur nominale. Maintenant, je vais m'occuper de la trajectoire du tube, proprement dit. Alors pour l'instant, je vais cacher les deux esquisses qui m'ont servi à la préparation de ma trajectoire et je vais aller chercher ici la création d'une courbe par point. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour faire mon tube, je vais la faire démarrer, cette courbe, sur cette face-là de la bride. Donc pour faire ça, je vais, la fonction courbe par point me réclame un point, je vais créer ce point de référence à la volée. Le point, il passe par cette face et également, il passe par cette courbe. Voilà, j'ai mon point qui est créé automatiquement, enfin qui est créé au bon endroit. Ensuite, je vais parcourir la courbe en passant par ce point à cet endroit-là. Je vais lui dire que surtout, je travaille sur des portions de droite et que je veux y ajouter un filet, hein, donc un rayon. Et c'est au moment où je trace ma courbe que je rajoute le rayon. Et je vais décrire comme ceci les différents points de passage de ma courbe. Par défaut, il va me grouper les rayons identiques sur le même, dans la même, pour n'avoir qu'un seul rayon de 50 sur toute la courbe. Ici, je décoche cette option pour mettre le rayon 100 sur ce segment. Et je vais terminer par un dernier point que je crée encore une fois à la volée. Ce point, il est sur cette face et il passe par la courbe. Et j'ai donc mon dernier point. Sur celui-ci, je n'ai pas besoin de rayon. Voilà. J'ai maintenant tracé ma trajectoire du tuyau. Je peux cacher la trajectoire qui m'avait servi de support. Pour faire joli, on va encore modifier les propriétés de cette courbe. On va juste lui donner un style centerline. Donc voilà, ligne d'axe. C'est plus sympa. Et à présent, vous voyez que les rayons de cette courbe, eh ben chaque rayon pris individuellement se situe dans un plan. Je respecte donc les contraintes de fabrication des cintreuses. À partir de là, je n'ai plus qu'à terminer ma fonction. Alors, je vais vous montrer deux exemples de façons de faire pour faire le tube. Une première très classique. Donc, je commence par faire un premier balayage en dessinant un cercle au départ. Alors, je vais faire un balayage plein, diamètre 40. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu la façon dont on peut prévisualiser dans Créoparamétrique la fonction qu'on va obtenir. Je valide. Et pour creuser finalement le tube, je réutilise la même courbe
je réalise un nouveau balayage. Alors, en utilisant exactement le même procédé que celui que j'ai utilisé précédemment, donc un cercle, voilà. Ce cercle, on va le dimensionner par rapport au cercle à l'extérieur du tube, voilà. Alors là, ici, il m'a mis une cote, c'est pas cette cote-là qui m'intéresse. On va revenir sur cette, voilà, on va plutôt le sélectionner de ce côté-là. Voilà. Et l'épaisseur du tube, je crois, fait 2 millimètres. On valide le parcours. On termine en sélectionnant une découpe et j'ai réalisé mon tuyau, mon tube avec mes deux brides. Et ce qui est intéressant également, c'est que le schéma de cotation de ce tube, eh bien, c'est quelque chose de très simple ensuite à manipuler. On peut facilement modifier les différentes cotes. Tout va se mettre à jour très simplement, vous voyez, avec mes brides qui vont suivre l'orientation du coude, du tuyau plutôt, et les coudes, eux, ils restent toujours situés dans leur plan. Donc, il n'y a pas de problème, cette pièce est propre, elle est stable, facile à fabriquer et elle ne contient pas de fonctions un peu exotiques comme encore une fois des portions d'ellipse pour les rayons de cintrage. Pour revenir à la valeur précédente, voilà. Et je voulais vous montrer une autre façon de faire pour réaliser pour finaliser le tuyau, plutôt que de refaire un balayage sous forme d'une découpe. On va le détruire pour l'instant, donc je reviens sur le tuyau plein. Ce que je fais aussi, c'est que je redéfinis le tuyau lui-même et je vais lui proposer de créer un nouveau corps. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux corps disjoints. J'ai les brides qui se trouvent dans un premier corps et le tube lui-même qui se trouve dans un deuxième corps. Ce qui me permet de prendre le premier corps, qui sont les brides, et de leur soustraire, voilà, le tube. Et je conserve le tube. Voilà, vous voyez, j'utilise le tube comme un outil de découpe, mais je le conserve. Je me retrouve donc avec les brides qui ont été découpées en porte-pièces par le tube, et je conserve encore une fois le tube, ce qui va me permettre sur les faces extérieures du tube de placer une coque avec l'épaisseur qui va bien, c'est-à-dire les 2 millimètres. Et maintenant que j'ai réalisé cela, eh bien, je reprends le premier corps et je viens le fusionner avec le deuxième corps. Voilà, c'est fait. Ça revient quasiment au même. C'était juste histoire de vous montrer comment on réalise cette même pièce en utilisant les fonctionnalités de multicore. C'est ma façon de faire. Si en plus je la fais en temps réel, vous verrez que je suis beaucoup plus rapide que ce que fait notre présentateur sur Katia. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va juste terminer de regarder un petit peu la vidéo de Katia pour se rendre compte de l'ergonomie de l'outil. Je vais la passer en accéléré en y ajoutant quelques commentaires. Voilà, on revient dans Katia. Il a réalisé sa trajectoire et maintenant il va dessiner donc son tuyau. Pour faire ça, il utilise une fonction de balayage. Très bien. Comme moi dans ma vidéo, dans ma façon de faire, il va réaliser une coque de 2 millimètres sur son tuyau et il va réaliser les brides après coup. Alors la coque, c'est une bonne idée, mais il aurait mieux fait. Alors il a oublié d'enlever l'autre extrémité de sa coque. Du coup, il va sans doute. Alors, je sais pas, il en fait une deuxième? Non, il a redéfini sa coque pour enlever
la surface qu'il avait oublié d'enlever. Bon, ça arrive, hein, c'est pas, on va pas lui jeter la pierre. Sauf que pour faire sa bride, eh bien, il va être obligé de tenir compte de la découpe du tube dans l'esquisse de sa bride. Moi, je m'en suis passé, j'ai fait la bride pleine et elle a été découpée elle-même directement par la fonction de balayage. Et moi, je me suis permis, voilà, une petite fantaisie en imposant à mes brides la contrainte d'être perpendiculaire au, euh, au premier, euh, au premier bout de segment qui suit le pli. Bon, lui, il a choisi de le faire à la verticale. Je n'ai pas de remarques particulières à faire sur cette méthode. Juste, je vous fais remarquer que là, pour faire ces tangences, il est obligé systématiquement d'aller rechercher la fonction. Idem pour ses cotations, pour ses cercles. En fait, il passe son temps à aller chercher des fonctions dans les menus. Donc là, il a fait une petite symétrie pour ses découpes circulaires, pourquoi pas. Voilà, toujours est-il, voilà. Il a fini sa bride. Il va l'extruder de 15 millimètres. Et ensuite, il va là aussi également. Alors, je ne sais plus s'il la copie ou si il la recrée. J'ai l'impression qu'il va la redessiner. Ouais, il va la redessiner. Alors, il a peut-être aussi une méconnaissance de tous les outils que l'on peut trouver dans Katia. Il me semble que les copies de fonctions existent. Lui, il ne le sait peut-être pas. Alors, voyez-vous, là aussi, méconnaissance de la réalité. La bride, telle qu'il est en train de la dessiner à la verticale, fait que lorsqu'on va vouloir accéder à la vis ou à l'écrou ou au boulon qui maintient le tuyau sur l'autre partie de la tuyauterie, eh bien vous avez le perçage du bas là qu'il est en train de dessiner, le cercle du bas, qui est masqué, qui peut être masqué par le tube lui-même. Alors là, il a un peu d'espace, on va le voir en 3D tout à l'heure. Néanmoins, c'est pas forcément le meilleur choix pour positionner sa bride de fixation. C'est pour ça que moi je me suis arrangé pour qu'elle soit perpendiculaire et non pas dans le prolongement. Après, on peut dire que il a des contraintes sur le montage de fixation qui fait qu'il ne peut pas faire autrement, mais généralement on va éviter. Vous voyez, si on a un grand tournevis ou une grande clé à pipe, ben, on va avoir du mal, ou un outil électromécanique pour électroportatif pour fixer les brides, on risque d'avoir du mal. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant comparer les deux méthodes d'approche pour faire ce genre de pièces. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.